Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Eh ben, ça m'étonnerait. Et quelqu'un l'a fort justement et fort précisément dénoncé dans un livre qui vient de paraître, que je vous conseille, que je vous recommande, La disparition de Paris. Oui, carrément. Eh ben oui, avec une tour Eiffel renversée sur la couverture. C'est paru aux éditions Les Belles Lettres. Et c'est Didier Rickner, fondateur et directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art, qui nous en parle. Alors Didier Rickner, effectivement, en lisant votre livre, on se dit c'est extraordinaire. On se rappelle d'ailleurs que Hidalgo est là depuis presque 20 ans. Anne Hidalgo, elle est comme première adjointe d'abord sous Bertrand Delanoë, et puis maintenant comme maire avec son deuxième mandat, et qu'elle réinvente. Et qu'elle digitalise, réinvention, digitalisation, les deux mamelles de ce Paris qui n'a jamais été aussi beau, aussi pur, aussi propre, aussi préservé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe vraiment, Didier Rickner? Ce qui se passe, c'est comme le titre, en fait, au départ, on avait pensé destruction de Paris, ce qui aurait été trop fort, on nous aurait dit, mais non, Paris est toujours là. Évidemment, Paris est toujours là. En revanche, un de mes amis a eu l'idée, finalement, de disparition de Paris. Pourquoi? Parce que Paris s'efface, en fait. Le Paris tel qu'on l'aimait est en train de disparaître sous des coups de boutoir réguliers, de plus en plus prégnants. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On assiste effectivement à ça. Pourquoi on assiste à ça? J'avoue ne pas bien comprendre l'idéologie qu'il y a derrière tout ça. Alors, vous avez parlé effectivement de réinventer. Je pense qu'il y a d'abord une absence de culture. Ils ne savent pas ce qu'est Paris, ils ne connaissent pas l'histoire de Paris. D'ailleurs, il est très drôle de retrouver sur Twitter et sur Internet une parole d'Anne Hidalgo disant « Paris a une histoire, mais je ne sais pas bien pourquoi ». Ce qui est quand même très étonnant de la part de quelqu'un qui est aux commandes de Paris depuis 20 ans. Et un manque de culture, un manque de goût. Ça, c'est évident, il suffit de sortir. Et puis finalement, un désintérêt complet. Ils veulent réinventer Paris, ils se prétendent les héritiers de personnes qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire d'Haussmann, Alphand, etc. Mais en fait, ils créent quelque chose qui détruit, qui efface ce qu'on aimait. Non mais détaillons Didier Rickner. Tout le monde peut dire vraiment, y compris si on est un partisan qu'on a voté Anne Hidalgo, enfin la saleté de Paris, les rats, les poubelles, le mobilier urbain, on va en parler, les bancs. Alors, commençons quand même. La saleté, vous savez, ces bancs de bois un peu partout, place de la République, etc. Et puis on va parler, évidemment, les panneaux, les naturinoirs, vous parlez de naturinoirs, avec photos à l'appui dans votre livre, c'est très intéressant parce que c'est appuyé de photos, souvent de vous-même, les chantiers, etc., etc. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est voulu? C'est de la négligence? Vous dites on ne sait pas pourquoi, effectivement, mais enfin, tout le monde le voit, ça fait quand même quelques années. Paris est en dette de 10 milliards d'euros. Il y a un monde fou à la mairie de Paris, comme employé. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, il faut d'abord, je crois, effectivement, serrer les problèmes en disant que la propreté, c'est important, mais nos adversaires, c'est-à-dire que la mairie de Paris, ceux qui disent que tout va bien, voudraient réduire nos critiques à la propreté. C'est évidemment pas du tout le cas. Bien sûr. La propreté, pourquoi est-ce que c'est sale? Parce que je pense qu'il y a une désorganisation complète, et c'est aussi une des raisons d'autres problèmes dans Paris. Il y a une désorganisation des services de la ville depuis très longtemps. J'ai discuté un peu avec des personnes qui travaillent à la mairie de Paris, qui sont des fonctionnaires de la mairie de Paris, et ils m'expliquent que il y a du savoir-faire qui s'en va. Donc il y a des personnes qui sont recrutées, mais c'est pas forcément les bonnes personnes. Donc je prends l'exemple dans mon livre de la communication qui est pléthorique, alors que les personnes, par exemple, en charge de la restauration des monuments sont très peu. Donc il y a effectivement une incompétence. Je prends un exemple dans le livre qui me paraît tout à fait typique. Prenons des exemples, voilà. C'est mieux. L'exemple, c'est quand on construit une rue en Paris, les gens ne le savent peut-être pas, mais quand on fait une rue dans une ville, on s'assure qu'il y ait une déclivité telle que l'eau va jusqu'au caniveau, que l'eau ensuite s'écoule dans les égouts. Et ça, c'est grâce à des géomètres. C'est une profession très noble, le géomètre, qui calcule les pentes, etc. Or, il suffit de se promener dans Paris par jour de pluie, des fois maintenant même hors des jours de pluie, parce que l'eau stagne, pour constater que l'eau s'accumule dans les caniveaux, souvent au niveau des passages piétons, donc les gens ne peuvent plus passer, parce que la conséquence aussi de tout ça, c'est que pour circuler dans Paris, ça devient très compliqué, notamment pour les handicapés, pour les familles, etc. Donc l'eau ne s'écoule plus, et encore pire, depuis quelques mois, on s'aperçoit, et je mets une photo qui n'est pas de moi dans ce livre, devant la place de la Trinité, où toute la chaussée est envahie par de l'eau, on a l'impression que c'est inondé, or simplement il a plu. Je prends aussi un autre exemple qui est près de mon bureau, en face du musée Grévin. Vous avez une énorme flaque d'eau dans le caniveau, et là qui ne s'évacue pas quand il ne pleut plus. Là, ça fait quelques jours qu'il n'a pas plu, elle est toujours là. Alors là, on m'a dit que c'était parce que ça s'était enfoncé.
que la chaussée s'est enfoncée. Oui, ah oui, d'accord. Et ils ne travaillent pas, il y a des géomètres, comme vous dites, il n'y a pas de... Exactement, et là la chaussée s'est enfoncée. Rappelez-vous que rue de Trévise, dont on parlera peut-être, où il y a eu une explosion, c'était la mairie a été mise en examen, eh bien c'était bien un enfoncement de chaussée. Et là, ça fait des mois et des mois que c'est là et qu'il n'y a pas eu de travaux. Et donc peut-être que demain ça va sauter, mais tout le monde s'en fiche finalement. Oui, alors tout le monde s'en fiche, mais le mobilier, parlons du mobilier urbain quand même. Enfin, cette fameuse, on va régénérer, on va végétaliser. Enfin, quand on va, par exemple, pour l'exemple Place de la République, c'est hallucinant, ces bancs, etc. Ouais. Alors la Place de la République est un exemple typique et qui a commencé avant qu'Anne Hidalgo devienne maire. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus... Certains disent du temps de Delanoë, c'était quand même tellement bien. Non, ça avait commencé beaucoup moins dogmatiquement, beaucoup moins idéologiquement, mais il faut se rappeler effectivement, comme vous l'avez dit, que Anne Hidalgo est première adjointe à l'urbanisme, donc très important depuis pratiquement 19 ans. 19 ans, c'est ça. Eh bien, Place de la République, on a laissé d'abord pourrir la place, il faut le savoir. Moi, j'avais pris, je voyais ça venir, je savais qu'elle allait être faite et j'avais pris des photos. On ne pouvait plus fréquenter ces squares, ce qui est le cas d'ailleurs dans beaucoup de squares de Paris, c'est-à-dire que c'était impossible. C'était pas nettoyé, il y avait plein de marginaux qui étaient là, les familles ne pouvaient plus y aller. Ensuite, on a dit, regardez comme c'est sale, donc on va tout refaire. Ils prétendent végétaliser, on pourrait y revenir peut-être, mais c'est l'inverse qui se passe à Paris. Et Place de la République, il y avait des squares qui étaient très jolis, qui avaient été faits juste après Haussmann, hein, c'était un peu plus tardif qu'Haussmann, qui étaient de beaux squares avec des fontaines, et on a tout cassé pour faire cette espèce de dalle horrible, complètement minérale, qui en plus n'est pas plus nettoyée qu'elle ne l'était avant qu'on détruise la place, et qui fait que cette place est absolument avec du mobilier qui ressemble à rien, qui est en bois brut, qui pourrit. À Passaisie en ce moment, c'est dramatique. En plus, ils ont construit ce restaurant très laid qui n'est plus exploité, qui va bientôt être exploité, mais ça n'empêche que tout ça est affreux. Alors on nous a dit, ah bah oui, mais vous préfériez avant alors qu'il y avait plein de voitures. Mais moi, je ne suis pas forcément favorable aux voitures partout dans Paris. Simplement, il faut quand même qu'elles circulent. Et là, il était très simple de couper la circulation et de restaurer la place, et ça aurait été beaucoup moins cher, et actuellement on ne dirait plus la Place de la République est une horreur. On va reparler tout de suite après ceci, c'est quand même très préoccupant. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. D'ailleurs, Didier Rickner, vous avez souligné que ça a fait du bien, le saccage Paris. Beaucoup de bien. On a regroupé un certain nombre de gens qui étaient tout seuls, etc. Mais je voudrais qu'on continue cette espèce d'inventaire quand même. Mais hélas, pas à l'après-vert, il est 10 fois pire. Il y a quelque chose quand même de paradoxal. À Hidalgo et même avant, on disait... Paris doit devenir écologiste, hein. C'était les écologistes qui tenaient le haut du pavé. Paris ville ville propre, donc nous allons supprimer les voies sur berge, on va désengorger, etc., etc. On a vu le résultat. Mais surtout alors, Paris, on va revégétaliser. Mais il y avait des parcs dans Paris, il y avait des arbres, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors ça, c'est une des surprises, mauvaise surprise que j'ai eue en préparant ce livre. Je ne me doutais pas qu'à ce point, la mairie de Paris, depuis quelques années, faisait disparaître la végétation à Paris, les arbres. Ils prétendent que... Carrément disparaître. Oui, disparaître, carrément, je l'assure. Ouais. Il suffit d'ailleurs d'aller voir un hashtag qui s'appelle déforestation urbaine que j'ai mis sur Twitter. Et là, j'ai pu faire des comparaisons, parce qu'elle a un ennemi, hein, cette mairie, c'est Twitter bien sûr, mais c'est aussi Google Maps et Google Earth. Ouais. Il suffit d'aller sur Google Earth et de comparer avant, après. Vous l'avez fait d'ailleurs. Oui, je l'ai fait, et pas seulement moi, plein de gens le font sur Twitter. Ouais. Et on voit que les arbres, les parcs privés, des jardins privés, etc., disparaissent au profit de constructions, parce qu'on densifie Paris, alors que vu que Paris est déjà une des villes les plus denses. Je prends un exemple, par exemple, dans mon livre, je mets avant-après une vue aérienne, grâce à Google Earth, merci Google Earth, du 45 avenue du Maréchal Fayol. C'est dans le 19... C'est dans le 16e. C'est dans le 16e, et où vous aviez un bout de forêt qui était encore là. Donc, et en plein Paris. En plein Paris, à côté du périphérique, mais à l'intérieur de Paris. C'était sans doute un bout du bois de Vincennes qui était resté, qui avait survécu à l'urbanisation et qui a disparu au profit de 4 constructions. Et donc partout ça se passe dans les jardins privés. Donc la promotion immobilière marche à fond dans Paris, hein, et donc on enlève des arbres. Et les arbres, même les arbres dans les rues qu'on coupe, on ne les remet pas toujours, alors qu'ils prétendent qu'ils les remettent. Il y a plein d'exemples que je prends aussi dans mon livre. Ils coupent des arbres et on ne les remet pas.
Et alors, racontez, pour venir à Sud Radio ce matin, vous êtes... Je suis parti, je suis arrivé à la station du Ranelagh. Oui. Et je suis descendu à pied jusqu'à l'avenue Kennedy. Oui. Et là, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit truc sans filet. Je vais regarder tout ce qui ne va pas, simplement sur ce parcours extrêmement court. Hein. C'est en 10 minutes, on descend ça, enfin 5 minutes. C'est quelques centaines de mètres. Voilà, quelques centaines de mètres. Et alors là, j'ai tweeté. Alors j'ai vu, par exemple, un amoncellement de trottinettes, donc qui sont absolument pas gérées à Paris. J'ai vu qui sont étalés comme ça sur le trottoir. J'ai vu un grand classique de la ville de Paris, ce sont ces feux et ces lampadaires et ces réverbères scotchés. C'est-à-dire qu'on ne répare pas, on scotche, on met du scotch. Mais il y en a partout dans Paris. J'en ai vu là. Voilà. J'ai vu en arrivant juste au coin de la station de RER, j'ai vu un trou avec des barrières autour dont on voit qu'il est ancien puisqu'il y a des poubelles dedans. Et on ne sait pas du tout à quoi ça sert, à quel chantier ça correspond, et ça reste là. Et ça, j'ai expliqué pourquoi, parce qu'il n'y a plus du tout de coordination dans la ville de Paris, et ça peut rester là des semaines ou des mois. Comme ça, de trous avec des barrières, et on voit personne. Parce qu'en fait, il y a, je l'explique dans le livre, c'est-à-dire qu'en fait, avant, ils devaient refermer, les prestataires devaient refermer, maintenant ils peuvent attendre. Ils doivent attendre pour en faire plus. Ils ne veulent pas le faire tout de suite parce que ça coûte trop cher d'en faire un. Donc on attend, on les oublie. Ils peuvent rester, mais des semaines ou des mois. Moi, j'ai vu près de chez moi des mois. C'était au coin de la boulevard Charonne, de la rue de Montreuil. Vous aviez un trou avec 4 barrières vertes autour. Dedans, c'était un trou, il n'y avait rien. Et c'est rien passé pendant des mois. Et c'est dans tout Paris. C'est dans tout Paris. Rappelez-vous Vincent Lindon qui expliquait qu'on avait l'impression qu'elle cherchait un trésor dans Paris. C'est exact. C'est très drôle tout ça. C'est le fromage de Gruyère. Enfin très drôle, je dis très drôle, mais c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout, effectivement. Et en fait, c'est ça, mais cette espèce d'accumulation. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose. Tous les Parisiens, tous les Français, les étrangers, quand ils vont à Montmartre, place du Tertre, ils allaient chez Plumeau. Oui. Il y avait la célèbre glycine. Parlons de cette glycine. Cette glycine qui a été très importante dans la prise de conscience. Parce que ce qui est très curieux, c'est que ça fait des années que je tweete, que j'écris sur ça. Et j'avais l'impression d'être parfois un peu seul. Alors sur Twitter, je voyais d'autres personnes qui tweetaient, mais il n'y avait pas... Et à un moment donné, il y a eu ce hashtag dont vous parliez, Saccage Paris, qui a été inventé pas par moi. J'aurais bien aimé l'inventer, mais c'est pas moi. Qui a regroupé tout ça. Ça a permis de donner une visibilité. Et un des tournants aussi, c'est cette histoire de la glycine. Alors il faut savoir que cette glycine centenaire a été coupée un matin. Centenaire, hein. Centenaire, c'est ce que disent. Alors je suis pas. Enfin, disons. Voilà, très ancienne, très grosse, très ancienne. A été coupée un matin par des gens de la ville de Paris. Les gens de chez Plumeau n'étaient pas du tout au courant. Et beaucoup de personnes, dont la Fédération nationale environnement qui a tweeté, qui a révélé ça, a dit que cette glycine n'était pas morte. Parce que d'abord, il faut savoir que la glycine, elle peut avoir l'air pas très en forme, mais ça veut pas dire qu'elle est morte, ça veut dire qu'elle est dormante. Alors je ne sais pas, moi, si elle était morte ou pas morte, parce que on ne peut plus la voir de toute façon. Ce qui est sûr, c'est que si elle était morte, il a été expliqué par des gens très, très compétents, donc Tanguy Le Dantec sur Twitter, qui est un spécialiste de ça à la Fédération nationale de l'environnement, que si elle était morte, il pense, lui, qu'elle était peut-être morte, mais que c'est dû au fait qu'on avait pavé tout autour de la glycine, on l'empêchait c'est la ville de Paris, par les travaux, qui l'aurait tuée. Certains disent qu'elle n'était pas morte. En tout cas, si elle n'était pas morte, il ne fallait pas la couper. On a demandé le diagnostic. Ils nous envoyaient un diagnostic au bout de 2 mois qui montrait un nom latin pour dire que c'était la glycine. Ben non, c'était le nom latin d'un marronnier. Donc c'est vous dire, on ne sait pas s'ils l'ont... Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Et puis, enfin, si elle était vraiment morte, il ne fallait pas la couper. Il fallait replanter une glycine pour que ça repousse autour, comme me l'a confirmé un jardinier très important. Je ne peux pas donner son nom, je ne vais pas non plus le griller, le pauvre. Mais c'est un jardinier qui sait de quoi il parle. Et il fallait planter une nouvelle glycine qui aurait poussé autour du tronc. Et ça aurait été beaucoup plus... facilement encore restaurable. Un symbole de cette espèce de nullité, de médiocrité, d'incompétence et de laisser aller. Toutes les compétences, la plupart des compétences sont parties. Ils s'en fichent. Ils ont l'impression de savoir tout, et c'est terrible. C'est terrible. Hein, c'est terrible. C'est un vrai chaos. Alors, comment vous expliquez, quand même, parlons-en, et c'est vrai que ça s'applique à beaucoup d'autres domaines. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, il faut le dire, Eric Nair, une certaine passivité ou résignation des Parisiens ? Pourquoi les Parisiens ne réagissent pas plus ? Je pense que oui. Alors on aime Paris. Je pense que oui. Alors on dit souvent elle a été élue. Certes, elle est légitime, elle a été élue. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui font qu'il y a un problème, que les Parisiens ont beaucoup de mal à s'en débarrasser. Parce que d'abord, il y a ce fait qu'on ne vote pas pour un maire, on vote pour un maire d'arrondissement. On vote pour... En fait, il y a des swinging states, comme on dit aux États-Unis. Le 14e, si on a le 14e, Paris-Centre, ils ont traficoté les grands électeurs. Voilà, les grands électeurs, ce qui est comme pas normal pour une ville comme Paris. Deuxièmement, il faut dire que la concurrence n'était quand même pas très 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 bonne, hein, parce que Rachida Dati, Agnès Buzyn, les gens me disaient c'est quand même pas, on préférerait mieux. Troisièmement, il y a eu le Covid quand même, hein, le premier tour. Moi je pensais que ça serait annulé, ça n'a pas été annulé, donc ça a quand même joué. 20% des Parisiens ont voté, les Français d'ailleurs. 250 millions à peu près, hein, je dis peut-être 236 ou 250 millions d'euros par an à toutes les associations. On arrose les copains.
En partie, bien sûr, parce qu'il y a des associations qui reçoivent de l'argent, c'est bien. Mais quand on regarde dans le détail, c'est quand même très problématique. Donc, il y a un clientélisme qui se fait. Donc, ça fait que c'est très difficile de s'en débarrasser. Là, je ne sais pas combien elle fera à l'élection présidentielle. Je précise que je vais commencer mon livre avant l'élection présidentielle. Elle avait dit qu'elle ne serait pas présidente, donc on ne peut pas dire que j'étais opportuniste. Ça tombe bien, je la remercie beaucoup de se maintenir. Ça fait de la publicité pour mon livre. Merci beaucoup, Madame Hidalgo. En fait, voilà. Et puis, juste quand même une chose, dit Eric Nair, on ne va pas parler, mais cette dette aujourd'hui qui est près de 10 milliards d'euros. Ouais, alors 8-9 milliards, enfin, exactement. Oui, plus les loyers capitalisés, vous savez, alors je ne suis pas spécialiste en finance, mais je sais que la ville de Paris se fait payer par les offices HLM en avance les loyers qu'ils vont recevoir, ce qui fait en fait une dette qui est cachée. Donc c'est une dette effectivement très importante. Qui est très inquiétante parce que d'ailleurs dès l'année prochaine ils vont réduire les dépenses. Peut-être que ça vaut mieux, remarquez, vu ce qu'ils font de l'argent. Oui, mais tout ça est assez inquiétant pour l'avenir. En tout cas, ça va laisser une situation très dégradée pour le successeur, dont on espère qu'il viendra vite. Oui, et on espère que Paris restera Paris quand même, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et votre livre est un cri du cœur, la disparition de Paris aux éditions Belles Lettres. Vous êtes également directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art. Et dans un instant, André Bercot, vous allez rendre hommage à un ancien résistant, Louis Aragon. On fête le 40e anniversaire de sa mort et vous serez avec Céline Alonso et Guillaume Roubaud-Cachier.